Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Duo Politique. C'est le 3e. Dans les circonstances du confinement, évidemment, on fait comme on peut, on s'adapte, mais on est toujours au rendez-vous. Donc forcément, on suit l'actualité et on s'aperçoit que les choses n'évoluent pas forcément comme les Français le souhaiteraient. Mais bon, dans un premier temps, on va aborder la visite qui a eu lieu à Marseille, la visite d'Emmanuel Macron, le président, qui s'est rendu auprès du professeur Raoult pour éventuellement aborder le sujet de la chloroquine. Vous savez, c'est le sujet qui fait débat par rapport à l'usage et par rapport à son utilité. Donc, on reviendra là-dessus. Ensuite, nous parlerons des problèmes de logistique par rapport aux masques qui subsistent encore. Et enfin, nous parlerons de cette mise en place d'application, cette mise en place de géolocalisation pour justement évaluer l'utilité ou non de savoir comment on va pouvoir justement identifier une personne qui est atteinte du virus du Covid-19. Alors pour aborder ces sujets, à mes côtés aujourd'hui, la Dream Team, Nicolas Vidal, notre journaliste et rédacteur de Putsch Média. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je compte sur vous justement pour avoir votre avis assez tranché sur ce genre de questions. Bonjour Juan José Dorado, notre journaliste. Comme d'habitude, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir. Alors, vous êtes plutôt dans, on va dire, vous êtes assez partagé souvent, donc c'est très intéressant d'avoir votre avis. Et puis, bien entendu, c'est Jeanne Titi, notre consultant politique, qui est la force utile. Bonjour Jeanne. Bonjour à tous. Alors, comme je le disais, on va revenir donc sur la visite du président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui s'est rendu donc auprès du professeur Raoult à Marseille pour justement discuter de l'utilisation de la chloroquine. Alors, Juan José Dorado, je vais vous demander donc en premier votre avis. Quel est votre avis justement sur la question ? Ben, écoutez, la première des choses, c'est que le fait que le président aille à Marseille après la polémique autour du professeur Raoult, ça montre que les lycées a pris parti, même s'ils disent qu'il est allé juste s'informer. Le fait est qu'il a fait le geste d'aller à Marseille, d'aller à l'institut du professeur et de s'entretenir avec lui sur la chloroquine. C'est vrai que c'est un débat qui, en quelque sorte, a pu être tranché, même s'ils ne veulent pas le reconnaître, par les lycées. Mais au-delà de ça, ce qui m'étonne le plus, c'est cette envie de voyager, de se déplacer du président de la République. Quand on regarde ce qui se passe en Espagne, quand on regarde ce qui se passe en Italie, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays européens, on voit que les gens sont confinés, on voit que le gouvernement et leur président est confiné entre guillemets, et en France on a un président qui n'arrête pas de se déplacer à droite et à gauche. Tout le monde est obligé de rester chez soi, sauf le président. Et là, c'est un autre débat, mais c'est quand même quelque chose qui interpelle. C'est quelque chose qui interpelle les correspondants étrangers comme moi. Je m'interpelle sur le fait qu'à chaque fois, le président aille à droite, à gauche. On a vu ce qui s'est passé à Pantin il y a quelques jours quand il y a eu attroupement autour du président. Mais pour revenir à votre question, et je termine avec ça, je pense que le président, après tous les débats sur la chloroquine ces dernières semaines, a pris cause et partie par le professeur Raoult, et c'est pour ça que c'est un geste fort de sa part d'aller à Marseille, même s'il aurait pu avoir ce geste aussi, tout simplement en le téléphonant. Alors, vous avez soulevé quand même 2 points très intéressants sur le fait que, on va dire, vous avez utilisé le terme voyager, qui en fait nous rappelle un peu une idée assez tranquille, voilà, par rapport à la situation. C'est vraiment, on peut se poser la question pourquoi vous avez utilisé ce terme-là, mais clairement, il est parti voir le professeur donc Raoult, mais est-ce qu'il n'aurait pas, allez, on va dire subi des pressions, peut-être que effectivement le fait de se déplacer à droite à gauche, c'est aussi le fait de montrer son côté, voilà, je suis partout, je suis là pour être le héros. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? Bah, c'est un président en marche, quoi. Voilà, c'est ça, et c'est surtout que c'est
C'est la visite en race campagne d'Emmanuel Macron. Il est parti ventre à terre à Marseille, détournant. On rappellera quand même le calendrier. On a reçu une alerte le jeudi en fin de matinée pour aller l'après-midi à Marseille. Je crois que c'était jeudi dernier. Et on rappellera aussi le feu médiatique, le feu nourri médiatique sur Raoult. Et certaines insanités qui ont été proférées contre lui, notamment de certains éditorialistes sur lesquels aujourd'hui je m'insurge et depuis un certain temps. D'ailleurs, leur condescendance n'a que d'égal leur incompétence. Aujourd'hui, j'aimerais bien voir leur réaction sur les plateaux télé et sur certaines grandes chaînes info suite à la visite d'Emmanuel Macron au professeur Raoult. Et puis ça, très sincèrement, ça, pour moi, ça a mis un peu le foutoir dans le calendrier parce que Emmanuel Macron devait parler mercredi, puis après il devait parler jeudi. Et puis maintenant, il doit parler lundi. On ne sait pas trop ce qu'il en est, mais la réalité, c'est que moi, je pense qu'Emmanuel Macron, au-delà de ses sorties intempestives, il n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il ne faut pas sortir. Et le voilà, par monts et par veaux, comme disait ma grand-mère, allez bouléguer, comme on dit dans le sud, les routes de France. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il sort le parapluie, le gros parapluie, parce que si jamais la chloroquine, ça marche, il va passer pour un imbécile. Et les gens, surtout, plus grave, il y a des gens qui sont morts, on le sait, c'est terrible, le bilan humain est terrible. Et je pense que moi, c'est une technique parapluie, mais parapluie version véranda, hein, version voilà. Protection. Alors justement, Stéphane, justement, n'avez-vous pas la sensation que le président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas peut-être voulu, d'une certaine manière, tourner le dos à cette intelligentsia parisienne qui finalement, comme l'a rappelé Nicolas, en fin de compte, tournait un petit peu le dos à ce professeur Raoult qui, en fin de compte, ne rentre pas dans les conventions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas de savoir s'il faut rentrer dans telle ou telle convention. Oui. L'heure est de savoir comment on peut faire pour permettre aux gens de guérir de ce virus et de limiter le nombre de morts, avec un nombre de morts quand même assez croissant. Et c'est vrai que quand on voit ce qui se passe à Marseille avec le professeur Raoult, il y a des vies qui ont été sauvées. Ça veut dire que cette technique-là, avec la chloroquine, a du moins été efficace avec certains. Donc il était tout à fait important. Et c'est là où je rejoins tout à fait Nicolas, que les gens... notamment tous ces donneurs de leçons qui sont des commentateurs, des journalistes, alors même qu'ils n'y connaissent pas grand-chose dans la médecine, avaient tout de suite caricaturé et condamné le professeur Raoult. Donc c'était bien que le président puisse se rendre compte qu'il y a une autre possibilité qui peut guérir des gens et sauver des vies. Donc c'est bien, voilà. Et pour revenir à ce que disait Juan, c'est vrai que les images à Pantin étaient un peu désastreuses, parce que c'est vrai que comme on dit déjà aux gens de rester chez eux, et qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un peu de soleil, la majeure partie des gens sortent, si celui qui est censé représenter l'autorité, qui est le chef, qui doit montrer l'exemple premier, dès qu'il fait une sortie à Pantin, ça finit en attroupement, c'est compliqué de dire aux autres, restez chez vous, quand lui il sort, on va en attroupement. Alors, effectivement... Pardon, excusez-moi, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Oui, je voulais dire surtout pour une visite comme celle à Pantin. En revanche, le fait qu'il soit allé rencontrer le professeur Raoult pour se rendre compte déjà de tous les bienfaits de ce qui se passe là-bas, des médecins qui sont mobilisés, c'est bien, ça donne aussi du baume au cœur à ceux qui sont sur place, qui se battent pour sauver des vies, alors qu'ils ont eu l'impression quelquefois que la sphère un peu parisienne leur tournait le dos. Donc c'est une bonne chose. En tout cas, si c'est des moyens qui peuvent permettre de vivre plus longtemps avec certains et de guérir un peu ce virus, faut pas s'en passer. Alors justement, comme vous le disiez tous les trois, en fin de compte, la visite de Pantin a fait vraiment scandale puisqu'il s'est déplacé. Alors, ne serait-ce que par rapport, voilà, à la réaction, on va dire au non-respect des gestes barrières, parce qu'en fin de compte, il y avait eu l'attroupement, ce qu'on appelle la cohue dans le jargon journalistique. Donc, il n'y avait vraiment pas de respect au niveau des gestes barrières. Et puis, effectivement, le président s'est déplacé sans masque. Alors, justement, là, nous allons parler de cette défaillance d'attribution et d'acheminement des masques. Voilà, on a pu effectivement constater que un avion a été affrété pour aller chercher donc des masques. Il a été bloqué en Chine puisque le pilote donc a été diagnostiqué positif au Covid-19. Vous, Juan José Dorado, comment vous percevez, parce que clairement aujourd'hui les Français, quand ils voient cette information, ils le ressentent comme une défaillance et puis comme pas un échec, mais un peu quand même, quoi. Vous, comment vous le percevez en tant que journaliste? Écoutez, je ne vais pas vous donner mon avis, je vais vous donner un chiffre. D'accord. C'est un sondage et c'est les Français qui parlent. Oui. 76% des Français pensent que le gouvernement leur a menti
en ce qui concerne les masques. 76%, c'est un sondage publié par Le Figaro. Au-delà de ça, 73% considèrent que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait pour donner des masques aux personnes qui travaillent dans la santé et dans les hôpitaux. Mais encore pire, 56% des Français doutent de la capacité du gouvernement à gérer cette crise du coronavirus. Donc voilà, c'est pas moi, c'est les Français. Alors le problème des masques, c'est un problème qui est général, qui n'est pas uniquement qu'à la France, et il l'est aussi à l'Espagne. Tout le monde est en manque de masques. Il est clair que la France s'est pris trop tard, mais c'est aussi le cas, par exemple, de l'Espagne, même si l'Espagne va commencer dès lundi à donner des masques dans les transports publics à tous les usagers. Même si on reste en confinement, et un confinement beaucoup plus ou beaucoup plus sérieux que celui qu'on connaît en France. Le problème des masques est un problème réel. Le premier problème, on l'a déjà abordé ici, c'est que le gouvernement n'a pas dit la vérité depuis le début. Ils ont essayé de nous faire croire que ce n'était pas nécessaire quand on sait maintenant qu'il fallait les utiliser. Donc, le problème des masques, ça va au-delà tout simplement de l'incapacité d'un gouvernement à gérer une crise. Et on peut nous dire tout ce qu'on veut, on peut nous dire écoutez, monsieur, personne ne s'attendait à ça. Aucun gouvernement n'est pas prêt à gérer une crise comme ça. D'accord, mais le fait est que gérer une crise ne commence pas par mentir à ses citoyens. C'est-à-dire que quand 76% des Français disent que le gouvernement a menti sur le masque, c'est que le gouvernement a mal fait son travail. Mais justement, ce sondage dont vous venez de est extrêmement révélateur parce que clairement, beaucoup de Français s'interrogent sur le fait que voilà, bon, la France, ça reste quand même la 6e puissance mondiale. Maintenant, comme vous l'avez très bien souligné, voilà, anticiper ce genre de crise, c'est extrêmement compliqué, mais il y a malgré tout des initiatives, des mesures qui sont prises de la part de certains citoyens, même dans d'autres pays. Qu'en pensez-vous, vous, Nicolas? De toute façon, cette histoire de masque, je vais trouver un mot, mais ça masque le mensonge du gouvernement depuis le début, parce que la réalité, on nous a dit effectivement que ça servait à rien. Si Ndiaye nous a répété sur tous les temps que ça servait à rien, ça servait à rien. En fait, la réalité, c'est qu'il n'y avait pas de masque à donner aux gens, il n'y avait pas de masque à donner aux soignants. On s'est retrouvé dans une situation du tiers-monde terriblement, et les masques, on peut parler des gels, on peut parler des blouses, on peut parler de respirateurs, on peut parler d'à peu près tout. Ce qui arrive en Espagne, on a raison, ce qui arrive en Espagne, ce qui arrive en France et en Italie, mais c'est quoi? C'est aujourd'hui l'impéritie de nos gouvernants depuis 30 ans à gérer à un moment donné. Là, c'est la casse du service public, c'est-à-dire qu'on peut plus faire face aujourd'hui, puisqu'on produit plus rien en France. Les masques, aujourd'hui, il faut réinventer les productions. Donc, on est obligé, vous imaginez qu'on est obligé de demander à la Chine des masques, alors que l'Union européenne nous avait promis que la France seule contre la méchante Chine ne pourrait jamais rien. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on est obligé d'aller quémander à la Chine, se faire extorquer des masques sur les aéroports chinois, au cul des avions par des Américains qu'on peut pas récupérer. Mais on vit dans quel monde? On nous a pris pour des imbéciles, et il aurait mieux fallu que les Français soient en droit de l'attendre et auraient pu entendre. Ils auraient dû nous dire la vérité dès le début. Il faut des masques. C'est absolument un scandale absolu, cette histoire des masques. Maintenant, on revient en arrière, on débraye, on tourne, on rétrograde, et on essaie de nous faire croire que, mais on se rend compte que finalement, c'est l'impéritie de nos politiques publiques qui ont cassé les hôpitaux publics, et pas que ça, qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve tout nu, pour pas dire autre chose, devant cette crise. Et c'est vrai en Espagne, c'est vrai dans tous les pays qui ont appliqué les mémorandums européens. Alors justement, Stéphane, vous de votre côté, est-ce que vous avez la sensation que le gouvernement cherche à gagner du temps, à essayer de masquer un petit peu sa défaillance sur ce point-là quand même? Écoutez, sur ce point-là, c'est assez simple. C'est vrai que la porte-parole, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, avait dit que les masques n'étaient pas nécessaires. Aujourd'hui, maintenant, on dit que les masques sont nécessaires. C'est vrai que au niveau des messages, on est un peu perdu, on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. Et je me rappelle d'un temps où le président de la République, c'était Nicolas Sarkozy, et qu'on avait eu aussi une grippe avec un virus H1N1, et il avait commandé avec sa ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, énormément de masques, et les gens attaquaient le gouvernement, disant qu'il y a trop de masques. Bêta d'avoir trop de masques pour que tout le monde puisse se protéger, qu'aujourd'hui n'en avoir pas assez, et quand je dis n'en avoir pas assez, ça veut dire tant les policiers, que même certains médecins, que les caissiers, que ceux qui sont nos héros du quotidien n'ont pas de masque. Et donc c'est vrai que la situation est assez compliquée, et ça me permet d'ailleurs de pouvoir mettre en avant et de rendre hommage notamment aux maires et aux présidents de région. Je pense à des maires comme Christian Estrosi qui sont en train de distribuer les masques aux habitants. Je pense à Valérie Pécresse, à Laurent Wauquiez, qui eux-mêmes ont pris les devants, voyant la différence. Il n'y a pas que, quand même. Hein. Pardon? Il n'y a pas que.
Il y en a Non, d'autres aussi. évidemment, il y en a d'autres, mais on ne peut pas tous les citer, Bien comme sûr. vous l'imaginez. Mais Alors, je ne tenais pas pour les citer, c'est juste pour dire qu'il faut, face à cette défaillance du gouvernement, certains ont décidé de prendre les choses en main pour protéger la population. C'est le cas des maires, c'est le cas des présidents de région, et ça montre que au niveau du gouvernement, le message des masques n'est pas. Excusez-moi de vous couper, parce que si on veut aborder le dernier point et faire un dernier petit tour de table, donc justement, pardon, Stéphane, justement, voilà, je voulais aborder en dernier point, mais vraiment en quelques minutes, cette géolocalisation déterminée qui est atteinte du Covid-19. Est-ce que justement, vous, selon vous, allez en quelques petites minutes, est-ce que cela peut susciter et du moins remettre en question les libertés de chacun? Juan José Doradobo en premier temps, après Nicolas et après Stéphane. Oui, ça remet en question la liberté de chacun si cette géolocalisation est étendue à l'ensemble des Français. On sait comment ça se passe depuis une vingtaine d'années. Il y a eu la prolifération des caméras dans les villes. Il y a des lois qui restreignent les libertés individuelles. Si on met la géolocalisation, effectivement, ça va restreindre nos libertés individuelles. Je pourrais comprendre, je termine avec ça, qu'on mette la géolocalisation uniquement que pour ceux qui sont atteints du coronavirus, parce qu'on doit peut-être le suivre, mais pour un traitement, mais pas au-delà de ça. Aujourd'hui, de toute façon, on est suivi partout. Et si on va étendre ça à tout le monde, ça sera vraiment très dangereux pour nos libertés et pour notre avenir. Mais justement avant que Nicolas intervienne, ce que vous dites est très important dans le sens où si ça s'étend à tous les Français, le problème c'est que cette application et cette géolocalisation ne pourrait être vraiment utile puisqu'il y a au moins 2/3 des Français qui l'utilisent. Donc en fin de compte, ce problème de liberté, en tout cas cette question se pose. Nicolas. Oh, c'est la technologie 2.0 de l'incompétence, cette histoire de géolocalisation. Et d'ailleurs, il faudra qu'Emmanuel Macron soit le premier à en bénéficier. Mais je voulais juste faire un petit truc. Moi, je suis très inquiet par rapport à ça. Je déborde vite fait là-dessus. Mais je suis très inquiet qu'Emmanuel Macron, il parle plus des Gaulois réfractaires, des séditieux, des factieux, des gens qui ne sont rien ou des cyniques qui ne veulent pas bosser ou des feignants. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, tous ces gens, ils sont en train de bosser. C'est eux qui tiennent la France à bout de bras, la France périphérique dans les caisses. Et ça, je voulais le dire parce que je commence ça me pèse aussi de la séparation qu'Emmanuel Macron a fait depuis des mois et des mois et des mois en crachant sur tous les gilets jaunes et les gens qui manifestaient, qui aujourd'hui, la réalité, c'est que merci à nos soignants, mais aussi merci à ceux qui font tourner la France tous les jours et qui prennent des risques. Et bien sûr, moins que nos soignants, mais ils sont quand même en première ligne, ces gens-là. Voilà. J'entends. Stéphane, on termine avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de liberté? Qu'est-ce que ça implique? Moi, je suis opposé à cette mesure. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas la priorité. La priorité est d'abord, de dépister quelles sont les personnes qui ont le virus, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas encore fait de dépistage ou quoi que ce soit, donc on ne sait pas qui a le virus ou qui ne l'a pas. Et la deuxième, c'est de fournir, comme disait tout à l'heure Nicolas et Juan aussi, fournir des masques à tous ceux qui sont nos héros du quotidien, qui sont des gens qui sont pas assez considérés dans la société, comme on a dit tout à l'heure, les caissiers, ceux qui nettoient la ville et tous les autres. Donc ceux-là doivent avoir des masques puisque c'est eux qui travaillent au quotidien. Donc pour moi, je suis opposé à cette proposition. Et je dirais, si je devais proposer quelque chose, je dirais au gouvernement de se concentrer d'abord sur le dépistage pour qu'on sache qui a le virus et qui ne l'a pas. Et ensuite fournir à tous ceux qui se battent au quotidien pour qu'on puisse survivre aujourd'hui. Donc, on est bien d'accord, vous êtes unanimes tous les trois, vous êtes vraiment opposés à cette mesure. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie une fois de plus d'avoir participé à cette émission. Et puis, nous, de notre côté, on vous donne rendez-vous au 4e rendez-vous, au 4e numéro, parce qu'effectivement, nous serons dans les mêmes conditions, toujours en confinement, parce que c'est pas terminé. Allez, je vous dis à bientôt la semaine prochaine. Au revoir.